Je m'appelle Amelia Morgan, j'ai 30 ans, jusqu'à ce Noël, j'étais la sauveuse financière désignée de ma famille. Pendant 7 ans, j'ai payé leurs dettes, financé leurs rêves et je n'ai rien demandé en retour. Puis, ce matin de Noël, ma sœur Stéphanie m'a annoncé avec un sourire froid que nous avions voté en famille. Amelia n'est plus notre sœur. Le choc m'a coupé le souffle, mais j'étais prête. Leurs rires se sont éteints instantanément lorsque j'ai placé le dossier rouge sous notre arbre de Noël. Si vous avez déjà été trahi par ceux que vous aimiez le plus, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous êtes prêt à entendre comment j'ai fini par me défendre après des années de manipulation. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Boston, je n'avais jamais imaginé que ma famille me considérerait un jour comme un simple distributeur automatique de billets. Nous vivions dans une modeste maison à 2 étages avec un petit jardin où nous faisions des barbecues en été. Papa travaillait comme ingénieur et maman enseignait à l'école primaire locale. Stéphanie était toujours la jolie fille populaire, de 3 ans ma cadette, avec le charisme et le charme de notre mère. Drew, le bébé de la famille, de 5 ans mon cadet, était l'enfant le plus jeune et le plus choyé, athlétique mais peu motivé, s'attendant toujours à ce que les choses s'arrangent avec un minimum d'effort. Tout a changé lorsque j'ai eu 16 ans. Papa a annoncé qu'il partait, car il était tombé amoureux de son assistante administrative. Le divorce a été difficile, amer et financièrement dévastateur. Papa a traversé le pays pour s'installer en Californie avec sa nouvelle petite amie, et bien qu'il ait envoyé la pension alimentaire requise, celle-ci couvrait à peine l'essentiel. Maman s'est battue pour maintenir notre style de vie avec son salaire d'enseignante. Nous devons nous serrer les coudes, disait-elle en me serrant la main. La famille est tout ce que nous avons. Ces mots allaient devenir les chaînes qui me liaient à eux pour les années à venir. Maman a changé après le divorce. L'enseignante chaleureuse et attentionnée s'est transformée en quelqu'un de cassant et de calculateur. 2 ans plus tard, elle épousa Jack Thompson, un homme calme et passif qui travaillait dans les assurances et ne semblait pas avoir d'opinion propre. Elle a emménagé dans notre maison et s'est généralement tenue à l'écart des affaires familiales, acquiesçant aux décisions de sa mère. Jack est un pourvoyeur, a expliqué maman lorsque j'ai demandé pourquoi elle avait épousé quelqu'un qu'elle ne semblait pas particulièrement aimer. Nous avons besoin de stabilité. Amelia. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Tandis que mes frères et sœurs se débattaient après le divorce, je canalisais ma douleur dans la réussite. J'ai étudié de façon obsessionnelle, j'ai rejoint tous les clubs universitaires disponibles et j'ai obtenu une bourse d'études complète pour le programme de commerce de l'université de Boston. Ma famille a assisté à la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, applaudissant poliment pendant que je prononçais le discours du major de ma promotion. Nous sommes si fiers, a déclaré ma mère lors de la petite fête qui a suivi. Tu as toujours été la plus intelligente. Il y avait quelque chose dans son ton ce jour-là, une qualité spéculative que je n'ai reconnue que des années plus tard. C'était le son de quelqu'un qui évalue un atout. L'université a été une succession de cours, d'emplois à temps partiel et de stages. J'ai vécu dans un dortoir exigu tandis que Stéphanie décidait sur un coup de tête de s'inscrire dans une université privée d'arts libéraux, obligeant maman et Jacques à contracter des emprunts importants. Drew a à peine terminé ses études secondaires, oscillant entre des emplois dans le commerce de détail et de vagues ambitions de se lancer dans la technologie. Mon travail acharné a porté ses fruits lorsque j'ai décroché un stage dans une prestigieuse société financière au cours de ma première année d'études, ce qui m'a valu une offre d'emploi à temps plein après l'obtention de mon diplôme. J'ai commencé avec un salaire annuel de 75 000 $, plus que ce que j'avais imaginé gagner à 22 ans. Et la première demande est arrivée 3 semaines seulement après mon entrée en fonction. Ma mère m'a appelé, la voix serrée par l'inquiétude. La voiture de Stéphanie est tombée en panne. Le mécanicien dit que la réparation coûtera 2 800 $ et qu'elle devra payer ses frais de scolarité ce mois-ci. Elle a laissé la phrase en suspens. J'ai transféré l'argent le soir même. Stéphanie a envoyé un message rapide, merci, Frangine. Ça m'a sauvé la vie. Un baiser qui fait couler le visage. Je n'ai plus entendu parler d'elle pendant des semaines. 2 mois plus tard, Drew avait besoin de 1 500 $ pour un camp d'entraînement au codage qui l'aiderait à réussir. Maman avait besoin d'aide pour payer les impôts fonciers. Les heures de travail de Jacques ont été réduites. Chaque demande était accompagnée de promesses de remboursement qui ne se sont jamais concrétisées. Le schéma s'est mis en place si progressivement que je l'ai à peine remarqué.
Les dîners en famille sont devenus des occasions de mentionner les difficultés financières dans mon champ de vision. Les appels téléphoniques de la maison sont devenus rares, à moins qu'ils ne soient précédés d'une demande d'argent. Mes réussites au travail étaient célébrées principalement pour ce qu'elles pouvaient signifier en termes d'augmentation de mon salaire. Et la première crise majeure est survenue lorsque j'avais 24 ans. J'avais reçu une promotion et une augmentation substantielle lorsque ma mère m'a appelé en pleurs. Ils vont saisir la maison? Amélia. Nous avons 3 mois de retard sur le prêt hypothécaire. L'entreprise de Jacques réduit ses effectifs et les frais de scolarité de Stéphanie pour ses études supérieures. Elle s'est effondrée en sanglots. J'ai vidé mon compte d'épargne, 22 000 $ que j'avais mis de côté pour un acompte sur ma propre maison, et je le lui ai transféré. Lorsque j'ai visité la maison le week-end suivant, il y avait un nouveau salon et un système de divertissement haut de gamme dans la maison. Nous avons fait des affaires incroyables, m'a expliqué ma mère lorsqu'elle m'a surprise en train de la regarder. Des prix de déstockage que l'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Et après avoir failli perdre notre maison, nous avions besoin de quelque chose pour nous remonter le moral. Ce soir-là, j'ai entendu Stéphanie parler à son amie au téléphone de leur prochain voyage de vacances de printemps à Canquin. Maman et Jacques m'ont tout de suite branché, dit-elle en riant. Ils m'ont dit qu'avec tout le stress que je subissais à l'université, je méritais une pause. Je n'ai rien dit, le schéma était établi. J'étais la pourvoyeuse, le filet de sécurité, la responsable qui serait toujours là pour régler leurs problèmes. Eux étaient les méritants qui avaient droit au confort et au luxe qu'ils désiraient, sans tenir compte de la réalité financière. Le sang est plus épais que l'eau, me rappelait maman chaque fois que j'hésitais à faire une demande financière. Nous sommes une famille. Nous sommes tout ce que nous avons. À mon 25e anniversaire, j'ai réalisé que je n'avais pas pris de vacances depuis 3 ans parce que chaque dollar disponible était consacré à l'urgence de quelqu'un d'autre. J'ai vécu dans un petit appartement d'une chambre tout en finançant les études supérieures de Stéphanie et la dernière idée commerciale de Drew. Une application de médias sociaux qui n'a jamais dépassé le stade de la planification. Je construisais leurs rêves tout en mettant les miens en suspens pour une durée indéterminée. Mais je me suis quand même dit qu'ils étaient de la famille. Et la famille passe avant tout. Au fur et à mesure que ma carrière progressait, les exigences financières de ma famille augmentaient également. À 26 ans, j'avais été promue analyste financière principale avec un salaire de 98 000 $, mais j'avais moins de revenus disponibles que lorsque j'avais commencé en tant qu'employée débutante. Les demandes étaient passées d'urgences occasionnelles à des attentes régulières. En septembre, après ma promotion, maman m'a appelée avec une tension familière dans la voix. Je me suis mise dans le pétrin avec les cartes de crédit, avoue-t-elle. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais c'est devenu incontrôlable. Combien, maman? Ai-je demandé, ouvrant déjà mon application bancaire, 15 000 $, murmure-t-elle. Les intérêts me tuent, Amélia. Je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai transféré l'argent immédiatement, ainsi qu'une feuille de calcul que j'avais créée pour l'aider à établir son budget à l'avenir. Elle m'a remercié chaleureusement et m'a promis d'être plus prudente. 2 mois plus tard, j'ai remarqué qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux des photos d'une cuisine récemment rénovée. Lorsque j'ai posé des questions à ce sujet pendant le dîner du dimanche, Jacques a marmonné quelque chose à propos de réparations nécessaires, tandis que maman a rapidement changé de sujet. Et la crise financière de Drew est venue ensuite. À 27 ans, il avait enfin trouvé sa véritable vocation, un service de boîte d'abonnement pour les amateurs de bières artisanales. Il a besoin de 20 000 $ pour le stock initial et le développement du site web. C'est différent de mes autres idées, insiste Am. En utilisant mon surnom d'enfant pour la première fois depuis des années. J'ai fait des recherches. Ces services d'abonnement sont en plein essor en ce moment. Avez-vous un plan d'affaires, demandai-je. Des projections financières? Une stratégie marketing? Il a fait glisser quelques papiers froissés sur la table, de vagues esquisses et des prévisions de vente optimistes sans aucune donnée réelle à l'appui. Malgré mes réserves, je lui ai fait un chèque, en puisant dans mon 401K et en payant la pénalité de retrait anticipé. C'est un prêt, ai-je dit fermement. Avec des intérêts. J'ai besoin de voir les paiements mensuels commencer dans 6 mois. Absolument, acquiesce Drew, dont le soulagement est palpable. Tu es la meilleure, Frangine. Je ne te laisserai pas tomber cette fois-ci.
6 mois se sont écoulés sans qu'aucun paiement n'ait été effectué. Lorsque j'en ai parlé, Drew s'est mis sur la défensive. Les affaires prennent du temps pour se développer, Amelia. Mon Dieu. Tout n'est pas une question de tableur et de retour sur investissement. Certains d'entre nous essaient de construire quelque chose de significatif. 8 mois plus tard, son service d'abonnement à la bière disparaissait discrètement. Les $20 000 n'ont plus jamais été mentionnés. Puis vint le mariage de Stéphanie. Elle avait rencontré Grégory, représentant en produits pharmaceutiques, au cours de sa dernière année d'études supérieures. Après 6 mois d'idylle, ils s'étaient fiancés. Stéphanie imaginait une cérémonie de conte de fées à l'hôtel Langham de Boston, sans aucune dépense. Nous avons déjà versé des acomptes pour tout, m'a expliqué maman lorsqu'elle m'a invité à déjeuner. Le lieu, le traiteur, l'orchestre. Mais les parents de Greg ne peuvent pas tout faire, et vu notre situation financière, combien ? J'ai demandé, la voix plate. Maman a fait glisser un budget détaillé sur la table. Le total en bas, $35 000. Je sais que c'est beaucoup, dit rapidement maman. Mais c'est le jour spécial de Stéphanie. Elle a toujours rêvé d'un beau mariage. J'ai regardé la liste. $10 000 rien que pour les fleurs. Des invitations sur mesure. Une robe de créateur transportée par avion depuis Paris. Et mon jour spécial, maman ? J'ai demandé calmement. Et mes rêves ? Son expression s'est durcie momentanément avant de s'adoucir et de se transformer en une inquiétude pratiquée. Oh, chérie, tu auras ton tour. Mais tu as toujours été si indépendante, si concentrée sur ta carrière. Stéphanie a besoin de cela. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour elle. J'ai signé le chèque. À eu mariage de Stéphanie, je me suis assise à une table avec des cousins éloignés, tandis que maman, Jacques et Drew étaient assis à la table d'honneur avec les mariés. Lors de son discours. Stéphanie a remercié ses parents d'avoir rendu ce jour possible et ses nouveaux beaux-parents de leur généreuse contribution. Mon nom n'a pas été mentionné. Ce soir-là, j'ai commencé le dossier rouge. Un simple dossier en carton dans lequel je consignais chaque prêt, chaque cadeau, chaque contribution financière que j'avais apportée à ma famille au fil des ans. Chaque entrée comprenait la date, le montant, l'objectif déclaré et toute promesse de remboursement. Le total m'a fait mal au cœur, $127 000 en seulement 4 ans, sans compter les petits cadeaux et l'aide régulière pour les dépenses mensuelles. Le jour de mon 29e anniversaire, j'ai commencé à devoir payer les mensualités du prêt hypothécaire. Jacques avait de nouveau été licencié, mais je commençais à penser qu'il ne cherchait tout simplement pas beaucoup de travail. Maman avait réduit ses heures d'enseignement à un temps partiel, invoquant le stress et la fatigue. Drew était revenu à la maison après l'échec de son entreprise et ne contribuait en rien aux dépenses du ménage. Stéphanie et Greg avaient acheté une belle maison coloniale dans un quartier prestigieux, s'offrant ainsi un mode de vie qui aurait dû être bien au-dessus de leurs moyens. J'ai tenté d'établir des limites lors d'un dîner familial en avril. Je dois commencer à donner la priorité à mon propre avenir financier, j'expliquais avec précaution. Je suis heureuse d'apporter mon aide en cas d'urgence, mais je ne peux pas continuer à être le principal soutien de tout le monde. La réaction a été immédiate et virulente. Après tout ce que nous avons fait pour toi, dit maman, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. Je t'ai élevé seule après que ton père nous a abandonnés. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses réussir. Nous sommes une famille, a ajouté Drew. On ne tourne pas le dos à la famille, point. Ce n'est pas comme si tu avais d'autres dépenses, fait remarquer Stéphanie avec une cruauté désinvolte. Pas de mari, pas d'enfant, pas même un animal de compagnie. À quoi d'autre dépenseriez-vous votre argent ? Je suis partie ce soir-là avec une migraine et un nouveau retrait de mon compte, $3 000 pour des taxes foncières dont ils avaient oublié qu'elles étaient dues. Le dossier rouge s'est épaissi. 3 mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle promotion, conseiller en investissement senior avec un salaire de $135 000 plus des primes de performance. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille, mais d'une manière ou d'une autre, ils l'ont su. Les demandes ont augmenté en fréquence et en quantité. Le dossier rouge a tout documenté. L'argent que j'avais prévu d'utiliser pour verser un acompte sur un modeste appartement a été détourné pour aider Drew à rembourser ses dettes de carte de crédit. Les vacances en Europe pour lesquelles j'économisais depuis l'université ont été annulées pour payer la réparation du toit de maman et de Jacques. Les
cours de perfectionnement professionnel que je voulais suivre ont été reportés indéfiniment parce que Stéphanie avait besoin d'aide pour payer ses factures médicales après sa chirurgie. Esthétique. Cette année passée à faire passer les autres en premier m'ont laissé avec un salaire impressionnant sur le papier, mais presque rien pour le montrer. Pas de propriété, des économies minimes, un compte de retraite épuisé à plusieurs reprises. Mais plus que le coût financier. C'est le coût émotionnel qui a pesé dans la balance. Je me suis rendu compte que les personnes pour lesquelles j'avais tout sacrifié ne me considéraient que comme une ressource commode à exploiter. Le dossier rouge est devenu le témoignage silencieux d'années d'abus financiers déguisés en obligations familiales. Plus le ressentiment grandissait, plus ma détermination à changer les choses s'affirmait. Le moment où tout a changé s'est produit un dimanche ordinaire de septembre, 3 mois avant Noël. J'étais arrivée en avance à notre dîner familial mensuel, m'introduisant avec la clé que maman m'avait donnée pour les cas d'urgence, ce qui signifiait généralement livrer des chèques ou des courses en cas de besoin. Et la maison était silencieuse lorsque j'ai posé le vin que j'avais apporté sur le comptoir de la cuisine. Des voix s'échappaient du patio arrière. Maman, Jacques. Stéphanie et Drew prenaient un verre avant le dîner sous le soleil de la fin de l'été. Je me suis dirigée vers les portes-fenêtres, puis je me suis arrêtée en entendant mon nom. La prime d'Amélia devrait être versée le mois prochain, dit maman. Je pensais que nous pourrions enfin acheter cette propriété de vacances dans le Vermont. Celle avec la vue sur le lac. Mon Dieu, elle est si facile à convaincre, dit Stéphanie en riant, les glaçons s'entrechoquant dans son verre. Il suffit de mentionner une urgence familiale pour qu'elle sorte son chéquier. Tu te souviens quand elle m'a fait signer un plan de paiement pour le prêt de l'entreprise? Drew s'esclaffe. Comme si j'allais pouvoir le rembourser un jour. Sur quelle planète vit-elle? Elle se sent seule, dit maman sans détour. Pas de vie sociale, pas de relation. Nous sommes tout ce qu'elle a. Bien sûr, elle continuera à nous soutenir. C'est presque triste, ajoute Stéphanie. Tout cet argent et qu'en fait-elle? Elle vit dans cet appartement déprimant, porte les mêmes vêtements ennuyeux année après année. À Amélia, dit Jacques en levant son verre. Le cadeau qui ne cesse d'être offert. Leur rire flottait dans l'air tandis que je restais figée, la main toujours posée sur le cadre de la porte. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là. Une clarté parfaite sur ce que ma famille pensait vraiment de moi. Je m'en doutais depuis des années, mais le fait de l'entendre dire avec tant d'audace, avec une cruauté si désinvolte, a fait voler en éclats toutes les illusions qui me restaient. Je me suis glissée par la porte d'entrée sans m'annoncer et je me suis assise dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. 10 minutes plus tard, j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que j'avais une migraine et que je ne pourrais pas venir dîner. Elle m'a répondu par un message inquiet me demandant de prendre soin de moi et me rappelant que Jacques avait besoin de soins dentaires qu'il ne pouvait pas se permettre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La conversation tournait en boucle dans mon esprit. À matin, ma douleur s'est transformée en détermination. Je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée à faire des recherches sur les abus financiers et l'éloignement familial. Les histoires que j'ai lues ressemblaient étrangement aux miennes, l'escalade progressive, la manipulation émotionnelle, la honte et l'isolement. À la fin de la semaine, j'avais pris rendez-vous avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux et avec un avocat qui s'occupait d'affaires de recouvrement financier. La thérapeute, le docteur Meredith Simmons, a écouté mon histoire sans porter de jugement. Ce que vous décrivez est de l'exploitation financière, m'a-t-elle dit avec douceur. C'est une forme d'abus, Amélia. Le fait qu'il s'agisse d'une famille ne la rend pas acceptable. L'avocate, Barbara Watkin, a été plus directe. Vous avez fonctionné comme une banque personnelle non autorisée, a-t-elle déclaré en examinant les documents de mon dossier rouge. Il ne s'agissait pas de cadeaux. Il s'agissait de prêts obtenus sous de faux prétextes avec des promesses implicites de remboursement. Puis-je vraiment récupérer quelque chose, ai-je demandé. Un peu, a-t-elle acquiescé. Surtout les montants les plus importants pour lesquels vous avez des documents. Le prêt commercial accordé à votre frère, par exemple. Les fonds pour le mariage qui ont été présentés comme un prêt. Les paiements hypothécaires que vous avez effectués. Et le coût émotionnel ? Ai-je demandé à voix basse. L'expression de Barbara s'est adoucie. C'est plus difficile à quantifier sur le plan juridique, mais le fait d'établir des limites dès maintenant permettra d'éviter d'autres dommages.
Avec l'aide d'un professionnel, j'ai élaboré un plan. Tout d'abord, j'ai engagé un enquêteur privé pour savoir exactement comment mes contributions financières avaient été utilisées. Les résultats ont été pires que ce que j'avais imaginé. Le rapport du détective privé a révélé que ma mère avait un problème de jeu, qu'elle se rendait régulièrement au casino Moheganson et qu'elle y perdait des milliers d'euros. L'argent que j'avais versé l'année dernière pour les urgences médicales avait servi à financer ces 3 jours de JEU. Et la réparation du toit que j'avais payé n'a jamais eu lieu. L'argent avait disparu dans les machines à sous. Drew avait utilisé mon investissement commercial pour acheter une BMW presque neuve, qu'il gardait chez un ami pour m'empêcher de la voir. Il n'avait même pas enregistré l'entreprise d'abonnement à la bière auprès de l'État. Le plus choquant, c'est ce que Stéphanie a fait. Les factures médicales que j'avais aidé à payer ne concernaient pas des procédures nécessaires, mais des opérations de chirurgie esthétique facultative. De plus, elle et Greg avaient acheté la propriété de vacances dans le Maine l'année dernière, exactement au moment où ils m'avaient dit qu'ils avaient du mal à payer les mensualités de leur résidence principale. Le montant de l'acompte correspondait exactement à ce que je leur avais prêté pour leur supposée urgence financière. Forte de ces informations et guidée par mon conseiller juridique, j'ai passé les mois d'octobre et de novembre à me préparer. J'ai tout consigné dans le dossier rouge, virement bancaire, SMS promettant le remboursement, courriel décrivant les prétendues urgences. J'avais les photos de pays montrant l'utilisation réelle de l'argent. J'avais rassemblé des documents juridiques établissant mon droit au recouvrement. Plus douloureusement, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'allais affronter ma famille d'un seul coup, le jour de Noël, lorsque nous serions tous réunis. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de praticité. C'était le seul jour où je pouvais garantir la présence de tout le monde sans éveiller les soupçons. À l'approche de Noël, le comportement de ma famille a suivi le schéma habituel. Maman m'a appelé pour me faire part de ses difficultés financières pendant la période des fêtes. Drew a mentionné qu'il avait besoin d'un peu d'aide pour une nouvelle idée d'entreprise. Stéphanie s'est plainte du coût du dîner de Noël chez elle. J'ai répondu par de la sympathie sans engagement, mais sans offrir d'argent. Leurs messages sont devenus de plus en plus directs, puis désespérés. Et enfin froid lorsqu'ils n'ont pas reçu d'argent. 3 jours avant Noël, Stéphanie m'a appelé pour m'annoncer que nous avions décidé de passer Noël chez maman et que je devais apporter le jambon et le vin. J'ai accepté sans discuter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde, les derniers que je leur offrirai jamais. J'avais écrit des lettres individuelles pour expliquer mes sentiments et ma décision. J'avais préparé le dossier rouge avec tout son contenu accablant, prêt à être révélé le moment venu. Et la veille de Noël, j'ai à peine dormi. Le poids de ce que j'allais faire, affronter la seule famille que j'avais et risquer de la perdre à jamais, pesait sur ma poitrine comme un fardeau physique. Mais sous l'anxiété se cachait un fil d'acier de détermination. Cette année d'exploitation, c'était assez. Quoi qu'il arrive demain, le modèle prendrait fin. Le matin de Noël s'est levé brillant et froid. La lumière du soleil scintillant sur la neige fraîche. Je m'habillai avec soin d'un pull cramoisi et d'un pantalon anthracite, professionnel mais festif. Les cadeaux soigneusement emballés remplissaient un sac de course. Le jambon et les 2 bouteilles de vin de luxe en ont rempli un autre. Enfin, le dossier rouge contenant cette année de manipulation financière et émotionnelle se trouvait dans ma sacoche en cuir. Je suis arrivé chez ma mère à 10 heures précises. La Range Rover de Stéphanie attirait sa voiture, pas la BMW cachée, mais la vieille Honda qu'il conduisait pour les événements familiaux et la berline de Jacques. De l'intérieur s'échappait de la musique de Noël, ainsi qu'une odeur de cannelle et de café. Elle est là, a dit maman lorsque j'ai frappé et que je suis entrée. Elle m'a embrassée avec la chaleur qu'on lui connaît, son parfum de marque m'enveloppant. Joyeux Noël, ma chérie. La maison était richement décorée. Un arbre massif drapé d'ornements coûteux. Des guirlandes d'allure professionnelle serpentant dans l'escalier, de multiples arrangements de poinsettias. Tout cela avait été payé avec mon argent, je le savais. Le rapport d'enquête avait inclus des relevés de cartes de crédit montrant les $3200 dépensés par ma mère dans des magasins de décoration haut de gamme, quelques semaines seulement après que je lui ai prêté de l'argent pour payer les taxes foncières. Tout a l'air magnifique, ai-je dit en le pensant. Quoi qu'il en soit, ma mère avait un goût impeccable. Laissez-moi vous aider avec ces sacs, a proposé Drew, inhabituellement sollicité alors qu'il prenait le vin et le jambon. Il était distant depuis des semaines, depuis que j'avais refusé de financer sa dernière entreprise. Stéphanie est sortie de la cuisine, le sourire crispé.
Joyeux Noël, dit-elle en m'embrassant la joue. J'adore le pull. Il est neuf? Je l'ai depuis des années, répondis-je. Observant sa légère grimace face à cette confirmation de ma garde-robe prétendument déprimante. Jacques hocha la tête depuis son fauteuil, déjà en train de préparer ce qui semblait être le deuxième Bloody Mary de la matinée. Content de te voir, Amélia. L'atmosphère était tendue sous le vernis festif. Les conversations s'interrompaient brusquement lorsque j'entrais dans les chambres. Stéphanie et maman échangeaient des regards significatifs lorsqu'elle pensait que je ne regardais pas Drew vérifiait constamment son téléphone, envoyant des textos à quelqu'un avec une intensité inhabituelle. Nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel petit déjeuner de Noël, les roulés à la cannelle spéciaux de maman, le bacon, la salade de fruits et les mimosas. La conversation est restée superficielle. Qu'il s'agisse de trafic de vacances ou de potins sur les célébrités. Personne n'a posé de questions sur mon travail ou ma vie. Personne n'a mentionné les demandes financières que j'ignorais depuis des semaines. Ces petits pains sont délicieux, maman, dis-je en rompant un bref silence. Tu es la meilleure jusqu'à présent. J'ai utilisé de la vraie vanille de Madagascar cette année, se réjouit-elle. Cela fait toute la différence. J'ai acquiescé, me souvenant du rapport d'enquête qui montrait son achat de $75 dans un magasin spécialisé dans la pâtisserie, le lendemain du jour où j'avais refusé de l'aider à régler sa facture d'électricité prétendument en retard. Après le petit déjeuner, nous nous sommes installés dans le salon pour les cadeaux. Cela a toujours été une affaire chorégraphiée dans notre famille, maman indiquant qui devait ouvrir quoi et quand. Cette année, elle semblait particulièrement orchestrée, veillant à ce que certains cadeaux soient ouverts en premier. Stéphanie, pourquoi ne donnes-tu pas ton cadeau à Amélia? Suggère maman avec une étrange emphase. Ma sœur m'a tendu un petit paquet mal emballé. À l'intérieur se trouvait une tasse à café sur laquelle on pouvait lire World is OK, Sister. Ce n'était même pas une nouvelle tasse. Je pouvais voir une légère tache de café à l'intérieur. J'ai dit, c'est mignon, et je l'ai mis de côté. Drew m'a offert une carte cadeau de $25 pour une librairie. Le cadeau de maman et Jacques était un foulard que j'ai reconnu dans l'armoire de maman, qui portait encore des traces de son parfum. À mon tour, j'ai distribué les cadeaux que j'avais soigneusement choisis. Pour Drew, un portefeuille en cuir de première qualité portant son nom et les fréquentes déclarations d'Anante sur ses ambitions entrepreneuriales. Pour Stéphanie, une paire de boucles d'oreilles en saphir assorties à ses bijoux de mariage. Pour maman et Jacques, un forfait week-end dans une station balnéaire de luxe qu'ils avaient mentionné vouloir visiter. Leurs réactions sont révélatrices. De la surprise, certes, mais aussi de la gêne. Personne n'a fait de commentaires sur la gentillesse ou la dépense évidente. Stéphanie a à peine jeté un coup d'œil aux boucles d'oreilles avant de les mettre de côté. Drew s'agite avec son portefeuille, évitant mon regard. Eh bien, dit maman après une pause gênante, c'était certainement généreux. C'était vraiment généreux. Surtout si l'on considère. Elle jette un coup d'œil à Stéphanie, qui s'est redressée sur son siège. En fait, dit ma sœur, sa voix prend un air répété. Nous avons quelque chose d'important à te dire, Amélia. Et la salle est devenue silencieuse. Drew s'est soudain intéressé de très près au motif de la moquette. Jacques but une longue gorgée de son verre. Nous avons discuté en famille, poursuit Stéphanie. De plus en plus confiante dans notre dynamique. De ce qui est sain et de ce qui ne l'est pas. Et vous? J'ai demandé, ma voix étant calme malgré mon cœur qui battait la chamade. C'était le moment. Le moment que je redoutais et que j'attendais. Oui, et nous avons pris une décision. Une décision familiale. Elle a jeté un coup d'œil à maman, qui a hoché la tête d'un air encourageant. Nous avons voté, en fait. Un vote, répétai-je. Oui. Pour toi, Amélia. Et la voix de Stéphanie a pris une tournure cruelle. Nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de cette famille. Les mots sont restés suspendus dans l'air, si choquants dans leur calvitie que, pendant un moment, je n'ai pas pu les assimiler. Ce que Stéphanie veut dire, a ajouté maman, en prenant l'expression d'une inquiétude douloureuse, c'est que nous pensons qu'il faut une certaine séparation. Des limites saines. Tu es devenu autoritaire avec ton argent, ajouta Drew, qui ne me regardait toujours pas. Vous le gardez toujours au-dessus de nos têtes. Tu nous fais culpabiliser. Nous devons mettre fin à cette dynamique malsaine. Stéphanie poursuit. Nous vous demandons donc de partir. Aujourd'hui.
et de nous donner un peu d'espace pour guérir en tant que famille. Maman se tamponne les yeux avec un mouchoir. C'est très dur, ma chérie. Mais c'est pour le mieux. Pour nous tous, y compris pour toi. J'ai regardé leur visage. Le triomphe à peine déguisé de Stéphanie. Le malaise de Drew. La détresse théâtrale de maman. Le détachement alcoolique de Jacques. À ce moment-là, tout est devenu clair comme de l'eau de roche. Ils n'avaient pas prévu de demander plus d'argent aujourd'hui. Ils avaient prévu de se débarrasser de moi maintenant que j'avais cessé de leur en fournir. Cette année de soutien financier. 7 ans à faire passer leurs besoins avant les miens. De sacrifier mes rêves pour les leurs. Et voici ma récompense. L'expulsion de la famille lorsque je ne serai plus utile. Un calme étrange s'est installé en moi. Je m'attendais à être anéanti à ce moment-là, mais je n'ai ressenti qu'un profond sentiment de clarté. Et en dessous de cela, une lueur de quelque chose d'inattendu. Le soulagement. Sans un mot, j'ai attrapé mon sac et en ai sorti le dossier rouge. Le carton brillant a capté la lumière de l'arbre de Noël lorsque je l'ai placé délibérément sous les branches les plus basses, comme un dernier cadeau que l'on livre. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Stéphanie, dont l'assurance vacillait légèrement. J'ai regardé directement ma mère, dont l'expression d'inquiétude triste s'est figée lorsqu'elle a croisé mon regard. Ce qu'elle y a vu a fait disparaître son sourire. Ouvre-le, lui ai-je dit. Je pense que tu trouveras cela éclairant. Le dossier rouge était posé sous le sapin de Noël, brillant sur le papier d'emballage et le ruban éparpillé. Personne ne bougea pour le toucher. Qu'est-ce que c'est, Amélia ? Demanda finalement maman, sa voix trahissant le premier signe d'émotion authentique que j'avais entendu de la journée. La peur. 7 ans de reçu, répondis-je calmement. Chaque prêt, chaque cadeau, chaque urgence financière. Tout est documenté. Drew se déplaça mal à l'aise sur son siège. L'expression triomphante de Stéphanie avait disparu, remplacée par de la méfiance. Jacques, soudain plus alerte, posa son verre. C'est exactement ce que je voulais dire à propos de ton contrôle de l'argent, tenta Stéphanie, bien que sa voix ait perdu de sa certitude. Tu gardes une trace de chaque centime, comme de l'endroit où se trouve tes dutés. Mais n'est-ce pas ? Demandai-je. J'ai tendu la main et ouvert le dossier moi-même, retirant le premier document, une feuille de calcul résumant toutes les transactions. $253,842. C'est le montant total que j'ai versé à cette famille en 7 ans. Maman a fait un petit bruit d'étouffement. C'est absurde, se moque Drew, mais son visage a pâli. Tu exagères. Vraiment ? J'ai sorti une pile de relevés bancaires, chaque virement étant surligné en jaune. $20,000 à Drew Morgan le 15 mars pour un investissement commercial. Une entreprise qui n'a jamais été enregistrée auprès de l'État. Je pose un autre document, le rapport du détective privé avec des photos. Mais la BMW que vous avez achetée une semaine plus tard est enregistrée à votre nom. C'est une belle voiture. Où la gardez-vous ? Toujours chez Jason. La bouche de Drew s'est ouverte et refermée sans bruit. Je me tourne vers Stéphanie. $35,000 pour le mariage de tes rêves. $15,000 pour des urgences médicales qui se sont révélées être des interventions esthétiques non urgentes. J'ai posé des photos sur la table basse, des clichés de sa propriété de vacances dans le Maine. Cette charmante cabane a été achetée en juin dernier, 3 jours exactement après que tu m'aies dit que tu risquais de perdre ta maison si je ne t'aidais pas à rembourser l'hypothèque. Le visage de Stéphanie rougit. Tu nous as fait faire une enquête ? C'est de la folie. C'est du harcèlement. Non, Stéphanie. C'est de la diligence. Quelque chose que j'aurais dû pratiquer il y a des années. Je me suis tournée vers ma mère. Le problème de jeu était une surprise, maman. Le fils de Mohigan doit t'aimer. Surtout les machines à sous à gros enjeux. La main de ma mère s'est portée à sa gorge. Comment oses-tu ? Des reçus ? Maman. Les retraits aux distributeurs du casino. Les relevés des programmes de fidélisation. Tous obtenus légalement, je vous l'assure. Jacques fixait ma mère, un véritable choc sur le visage. Karen ? Des jeux d'argent ? De quoi parle-t-elle ? Le regard que maman m'a jeté contenait une véritable haine. Je me suis tournée vers Jacques. Tu ne savais pas ? De tout cela ? L'argent que je t'ai donné ne servait pas qu'à payer les dépenses de la maison.
Rien que l'année dernière, maman a perdu plus de 40 000 $ dans différents casinos. C'est un mensonge, siffle maman, mais ses mains tremblent. J'ai sorti un autre document du dossier, une lettre juridique préparée par mon avocat. Ceci décrit les conditions de remboursement. J'ai été très généreux en ce qui concerne les taux d'intérêt et le calendrier. Mon avocat m'a recommandé d'engager des poursuites pénales pour fraude dans certains cas, mais j'ai refusé cette option. Pour l'instant, l'avocat Drew Croft. Barbara Watkin. Elle est spécialisée dans le recouvrement financier et le droit de la famille. Elle trouve mon cas très convaincant. Stéphanie était passée du choc à la fureur. Espèce de salope ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, Stéphanie, ai-je demandé calmement. S'il vous plaît, éclairez-moi. Qu'avez-vous fait à part prendre et prendre? Nous sommes une famille, s'est emportée maman, se rabattant sur sa méthode de manipulation la plus fiable. Oui, vous l'avez dit clairement aujourd'hui quand vous avez voté pour que je ne fasse plus partie de la famille. J'ai fouillé à nouveau dans le dossier et j'en ai sorti un petit enregistreur numérique. Ceci pourrait t'intéresser. Un enregistrement du 12 septembre de cette année. J'étais arrivé tôt pour le dîner du dimanche. J'ai appuyé sur la touche « Play ». Leurs voix ont envahi la pièce. Mon Dieu! C'est une cible facile. Il suffit de mentionner une urgence familiale pour qu'elle sorte son chéquier. Tu te souviens quand elle m'a fait signer un plan de paiement pour le prêt commercial, comme si j'allais pouvoir le rembourser un jour. Sur quelle planète vit-elle? Elle est seule. Pas de vie sociale. Pas de relation. C'est tout ce qu'elle a. Bien sûr, elle continuera à nous soutenir. C'est presque triste. Tout cet argent et qu'en fait-elle? Elle vit dans cet appartement déprimant, porte les mêmes vêtements ennuyeux année après année. À Amélia. Le cadeau qui continue à donner. Leurs rires conservés se sont répercutés numériquement dans la pièce désormais silencieuse. Drew était devenu pâle. Stéphanie est restée figée, la mâchoire serrée. Le visage de maman s'était figé dans une expression de peur sincère. Je n'étais pas au dîner ce soir-là, ai-je dit inutilement. J'en ai entendu assez. Doc cherchait maman pour Stéphanie et Drew avec une horreur grandissante. C'est vrai? Tout ça? Personne ne lui répond. J'ai passé 7 ans à croire que j'aidais ma famille, ai-je poursuivi, la voix posée malgré les émotions qui me traversaient. 7 ans à annuler mes projets, à retarder mes objectifs, à vider mes comptes parce que vous aviez besoin de moi. Parce que la famille passe avant tout. J'ai refermé le dossier doucement. Ce que je n'ai réalisé que récemment, c'est que je n'aidais pas. J'étais en train de l'habiliter. Et vous n'étiez pas une famille. Vous étiez des utilisateurs. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, dit Stéphanie, mais sa voix vacille. Tout ce qui se trouve dans ce dossier a été examiné par mon équipe juridique. Les contrats de prêt que Drew a signés. Les textes et les courriels promettant le remboursement. Le modèle documenté d'exploitation financière. Tout cela est recevable. Drew s'est soudain levé. Écoutez, Amélia, c'est un malentendu. Nous apprécions tout ce que tu as fait. Nous t'aimons. Tu le sais. Je le sais. J'ai demandé parce qu'il y a 30 minutes, vous étiez en train de voter pour que je quitte la famille. C'était l'idée de Stéphanie. Dit-il rapidement, s'attirant un regard venimeux de la part de notre sœur. Peu importe qui a eu l'idée. Vous étiez tous d'accord. Et honnêtement, tu n'as jamais été aussi honnête avec moi depuis des années. Maman a retrouvé un peu de son calme. Chérie, on peut arranger les choses. Nous sommes une famille. Les familles se disputent. Il y a des malentendus. Mais en fin de compte, le sang est plus épais que l'eau. Ce n'est même pas la bonne citation, ai-je dit. Le proverbe complet est « le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus ». Il signifie en fait le contraire de la façon dont tu l'as toujours utilisé. Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux dans lesquels nous sommes nés. Je me suis levée et j'ai rassemblé les documents dans le dossier rouge. Vous avez 2 options. Première option. Vous signez les accords de remboursement. Vous vous engagez à suivre une thérapie familiale. Vous assumez la responsabilité de vos actes. Nous établissons des limites saines pour aller de l'avant.
J'ai rangé le dossier dans mon sac. Option 2, je porte plainte contre chacun d'entre vous pour obtenir le remboursement des sommes versées. Je fournis des preuves de fraude le cas échéant. Je poursuis cette action en justice dans toute la mesure du possible. Tu verrais ta propre famille? Maman a sursauté. D'après Stéphanie, je n'ai plus de famille. J'ai mis mon sac sur mon épaule. Vous avez jusqu'au jour de l'an pour décider. Mon avocat vous contactera pour les formalités administratives. Stéphanie s'est levée d'un bond. Espèce de salope calculatrice et imbue de sa personne. Tu te crois tellement meilleur que nous? Au moins, nous savons comment vivre. Toi, tu ne connais que le travail et l'argent. C'est là que tu te trompes, Stéphanie, répondis-je calmement. Je connais bien l'amour, la loyauté et le sacrifice. J'ai passé 7 ans à démontrer ces qualités. Ce que j'ai finalement appris, c'est qu'elles doivent être réciproques pour avoir un sens. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Encore une chose. Les cadeaux que je vous ai offerts aujourd'hui? Ils sont payés. Il n'y a pas d'obligation. Considérez-les comme un geste d'adieu et un rappel de ce qu'est la vraie générosité. Alors que je me dirigeais vers la porte, Drew m'appela. Amélia, attends. On ne peut pas en parler? Je me suis retournée une dernière fois, admirant la scène, les magnifiques décorations de Noël, les cadeaux coûteux, les visages des personnes qui avaient été le centre de mon monde pendant si longtemps. Nous avons fini de parler, ai-je dit à voix basse. Le dossier rouge a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et la porte s'est refermée derrière moi avec un léger déclic. Final comme un point à la fin d'une très longue phrase. Je n'ai pas atteint ma voiture que la porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Stéphanie est sortie en trombe, toujours en pantoufles, le visage rougi par la colère. Tu ne peux pas lâcher une bombe comme ça et t'en aller, a-t-elle crié, son souffle se troublant dans l'air froid. Je me suis retournée pour lui faire face, la neige crissant sous mes bottes. Je n'ai pas lâché de bombe, Stéphanie. J'ai présenté des preuves. Il y a une différence. Drew est sorti ensuite, suivi de maman et enfin de Jacques, qui avait l'air choqué. Ils formèrent un petit groupe défensif sur le porche d'entrée, unis, comme toujours, contre la menace extérieure. Même lorsque cette menace est la personne qui les a maintenus financièrement à flot pendant des années. Calmons-nous et discutons de tout cela de manière rationnelle, dit Drew, assumant le rôle de médiateur qu'il adoptait parfois lorsque cela l'arrangeait. Reviens à l'intérieur. Amélia. Il fait froid dehors. Je ne suis pas intéressée par une autre discussion où tu m'éclaires au gaz et où tu manipules mes émotions, ai-je répondu. J'ai dit ce que j'avais à dire. Les documents parlent d'eux-mêmes. C'est une question d'argent, a dit maman, sa voix prenant la qualité blessée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Il a toujours été question d'argent avec toi. Tu comptes les points, tu surveilles chaque centime. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je interrompu. C'est une question de respect. D'appréciation. D'honnêteté. Des choses qui ont été remarquablement absentes de notre relation. Vous êtes donc prêt à détruire votre famille pour quelques malentendus, demande Stéphanie. Tu as détruit cette famille, ai-je dit à voix basse. Chaque fois que tu as profité de la situation. Chaque fois que tu as menti en disant que tu avais besoin d'aide. Chaque fois que tu as parlé de moi avec mépris tout en dépensant mon argent. Et enfin, aujourd'hui. Quand tu as explicitement déclaré que je ne faisais plus partie de la famille. Maman s'est avancée, changeant de tactique. Chérie, nous étions sous le coup de l'émotion. Nous ne pensions pas ces choses-là. Tu sais comment Stéphanie s'emporte. Ne me mettez pas ça sur le dos, s'emporte Stéphanie. Tu étais d'accord avec tout ce que j'ai dit. Parce que tu as manipulé la situation. Comme d'habitude, rétorque maman, oubliant momentanément son rôle de matriarche blessée. Pendant qu'elle se chamaillait, Jacques s'est approché de moi séparément, l'air troublé. Amélia, je n'avais aucune idée des jeux d'argent. De tout cela, en fait. Sa voix s'est faite plus grave. Karen s'est toujours occupée des finances. Elle m'a dit que ton aide était occasionnelle pour les urgences. Et tu n'as jamais posé de questions, demandai-je. Les rénovations, les vacances, les nouveaux meubles. Tout cela avec une pension d'enseignant et ton emploi sporadique. Il avait l'air sincèrement honteux.
Je ne voulais pas savoir, je suppose. Il était plus facile de ne pas poser de questions. L'ignorance volontaire est toujours un choix, Jacques. Notre conversation a été interrompue par Drew, qui s'était détaché de la dispute entre maman et Stéphanie. Écoutez, à propos de la BMW, commença-t-il. Je me fiche de la voiture, Drew. Ce qui m'intéresse, c'est que tu m'as menti. Que tu n'as jamais eu l'intention de monter cette affaire ou de rembourser ce prêt. J'allais le faire, a-t-il insisté. Finalement, les choses se sont compliquées. Les choses sont devenues confortables, l'ai-je corrigé. Il était plus facile de prendre que de gagner, il a tressailli comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois où vous avez occupé un emploi pendant plus de 3 mois? Quand avez-vous déjà mené à bien quelque chose? Tout le monde ne peut pas être parfait comme toi, marmonna-t-il, se rabattant sur cette accusation familière. Je ne suis pas parfait. Je suis responsable. Il y a une différence. Notre conversation a été interrompue par la voix de Stéphanie qui s'est élevée. C'est ridicule. Elle ne peut pas nous poursuivre en justice. Nous sommes de la même famille. D'après mon avocat, j'ai un excellent dossier, lui dis-je. D'autant plus que les conversations ont été enregistrées et que la tromperie est avérée. Maman a finalement craqué, sa façade soigneusement construite s'est effondrée. J'ai un problème, a-t-elle admis, les larmes coulant sur son visage. Les jeux d'argent. Cela a commencé après le divorce. Au début, je ne jouais que de petites sommes. Cela m'a permis de ressentir autre chose que l'échec et l'abandon. Stéphanie commence à dire maman, mais celle-ci lui fait signe de s'arrêter. Non. Il est temps de dire la vérité. Je vous ai tous menti. L'argent qu'Amélia nous a donné est allé en grande partie au casino. J'ai continué à penser que je le regagnerais, que je la rembourserais, que j'arrangerais tout. Elle m'a regardé, avec, pour la première fois, des remords sincères dans les yeux. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Mais tu as laissé faire, ai-je dit sans méchanceté. Tu as eu d'innombrables occasions de demander une aide réelle et d'être honnête sur ce qui se passait. J'avais honte, a-t-elle murmuré. Et puis c'est devenu plus facile de continuer à prendre. De prétendre que tout allait bien. Stéphanie regardait maman avec une horreur naissante. La deuxième hypothèque sur la maison. Ce n'était pas pour les réparations, n'est-ce pas? Maman secoue la tête, incapable de parler. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Rompu uniquement par le bruit lointain des enfants qui riaient dans la cour voisine. Le Noël familial parfait que nous avions toujours prétendu avoir été finalement irrévocablement brisé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demande enfin Drew. Comme je l'ai dit, vous avez le choix. J'ai sorti 5 enveloppes scellées de mon sac. Ces lettres décrivent mes conditions pour aller de l'avant. Lisez-les attentivement. Elles comprennent les calendriers de remboursement, les exigences de la thérapie, à la fois individuelle et familiale, et mes conditions pour maintenir toute relation avec chacun d'entre vous. Je les ai distribuées une à une. Ces conditions ne sont pas négociables. Soit vous vous engagez à faire amende honorable et à changer complètement de dynamique, soit nous passerons par le système judiciaire. Et si nous acceptons vos conditions, demande Stéphanie en tournant l'enveloppe dans ses mains. Nous essaierons alors de reconstruire quelque chose de plus sain. Quelque chose basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'exploitation. Et si nous n'avons pas les moyens de tout rembourser, demande Drew. L'échéancier tient compte de vos revenus. Il est équitable. Il y a aussi des dispositions pour des travaux d'intérêt général et d'autres formes de dédommagement. Je les ai regardés tour à tour. Il ne s'agit pas de récupérer chaque dollar. Il s'agit de rendre des comptes. Et la partie thérapie familiale, demande maman à voix basse. C'est en fait la condition la plus importante, lui ai-je dit. L'argent peut être remplacé. La confiance est plus difficile à reconstruire. Ils se tenaient sous le porche, tenant leurs lettres, paraissant soudain plus petits et moins redoutables qu'ils ne l'étaient quelques heures auparavant. La dynamique du pouvoir avait changé du tout au tout et nous l'avons tous senti. Je n'ai jamais voulu cela, ai-je dit. Ma voix s'adoucissant légèrement. Je voulais faire partie d'une famille qui s'aimait et se respectait. Qui se soutenait mutuellement dans les moments difficiles.
qui célébrait les succès des uns et des autres au lieu de les exploiter. Nous t'aimons, dit Drew à voix basse. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, ai-je répondu. C'est juste une autre forme d'exploitation. Je me suis retournée pour partir, puis je me suis arrêtée une dernière fois. 3 mois. Pas de contact pendant que vous réfléchissez à vos options et que vous commencez le travail décrit dans ces lettres. Après cela, nous réévaluerons la situation en fonction de vos actions et non de vos promesses. En partant, je les ai observés dans mon rétroviseur. Ils se tenaient toujours sous le porche, les enveloppes à la main, le parfait portrait de famille révélant enfin sa véritable image. J'ai ressenti un mélange complexe de chagrin, de soulagement et de quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier immédiatement. Ce n'est qu'à mi-chemin de la maison que je l'ai reconnu. La liberté. Pour la première fois en 7 ans, j'étais libérée du poids écrasant des attentes impossibles et des obligations sans fin. Libre de construire ma propre vie selon mes propres termes. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'ils choisissent de rendre des comptes ou de continuer à nier la réalité, j'avais repris mon pouvoir. Le dossier rouge avait fait son travail. Et je me suis rendu compte que c'était le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu m'offrir. 6 mois après ce fatidique matin de Noël, j'étais assise dans le bureau du docteur Simons pour notre séance de thérapie bi-hebdomadaire. Les cerisiers en fleurs à l'extérieur de sa fenêtre avaient disparu et l'été s'installait à Boston avec son humidité caractéristique. Comment vous sentez-vous à l'approche de la réunion de famille de demain ? Me demande-t-elle en remarquant que mes mains s'agitent. Je suis nerveuse, admets-je. 3 mois se sont écoulés depuis notre dernière interaction structurée. Beaucoup de choses ont changé. En effet, a-t-elle convenu. Rediscutons de vos limites. Les suites de ma confrontation de Noël s'étaient déroulées de manière inattendue. Au départ, il y a eu la colère, des textos et des messages vocaux furieux exigeant que je revienne sur mes affirmations ridicules et mes menaces. Puis il y a eu les négociations, les offres de remboursement de petites sommes si j'abandonnais les poursuites judiciaires, les tentatives de négocier les ex de la thérapie. Enfin, lorsque mon avocat m'a fait comprendre que j'étais sérieuse, l'acceptation a commencé à prendre racine. Maman a été la première à s'engager véritablement dans le changement. 3 semaines après Noël, elle s'est inscrite à un programme de traitement de la dépendance aux jeux et a commencé à participer à des réunions de joueurs anonymes. L'évaluation initiale avait révélé toute l'étendue de son problème, plus de 200 000 $ perdus au cours des 5 dernières années, de multiples cartes de crédit secrètes et 2 emprunts non divulgués contre la maison. J'ai dit au docteur Simons, elle a touché le fond. Lorsque Jacques a finalement tout appris, il lui a posé un ultimatum. Qu'elle se fasse aider ou qu'il parte. Et comment sa guérison a-t-elle progressé ? 6 mois d'abstinence de jeu. Elle travaille avec un conseiller financier en plus de son spécialiste en toxicomanie. Elle a même repris un poste d'enseignante à temps plein pour contribuer au plan de remboursement. La résolution financière a été complexe mais nécessaire. Sous la direction de mon avocat, nous avons établi des accords de remboursement juridiquement contraignants avec chaque membre de la famille. Maman et Jacques ont vendu leur résidence secondaire et leur deuxième voiture. Drew avait finalement vendu sa BMW. Stéphanie et Greg avaient, à contre-cœur, mis leur propriété principale sur le marché. Et votre frère ? Vous avez parlé d'une évolution positive. J'ai acquiescé, m'autorisant un petit sourire. Drew a terminé son programme de formation professionnelle. Cela fait maintenant 3 mois qu'il travaille en tant que spécialiste de l'assistance informatique, son plus long emploi continu depuis l'université. Cela doit être gratifiant à voir. C'est vrai. Il est différent d'une certaine manière, plus ancré dans la réalité. Il m'a dit la semaine dernière que la structure et la responsabilité lui avaient fait du bien, qu'il était fier de lui pour la première fois depuis des années. Tous les changements n'ont pas été positifs. Stéphanie a respecté les conditions financières, mais est restée en colère et a résisté au processus thérapeutique. Elle assistait aux séances familiales obligatoires mais n'y participait que très peu, les considérant comme une épreuve à endurer plutôt que comme une occasion d'évoluer. Et votre relation avec Stéphanie ? Je soupire. Toujours tendue. Elle me considère comme le méchant dans tout ça. Celui qui a détruit la dynamique familiale au lieu de celui qui l'a exposée. Ce n'est pas rare dans ce genre de situation, a répondu le docteur Simons. Souvent, la personne qui brise le modèle de dysfonctionnement devient la cible du ressentiment.
Je sais. J'essaie d'accepter le fait que nous n'aurons peut-être jamais la relation que j'avais espérée. En dehors de ma guérison familiale compliquée, ma vie personnelle s'était épanouie de manière inattendue. Libérée du fardeau financier que représentait l'entretien de plusieurs ménages, j'avais enfin acheté mon propre appartement, un 2 pièces ensoleillé à Cambridge avec un petit balcon parfait pour le jardin en bac que j'avais toujours voulu cultiver. Je me suis inscrite à un club de lecture et à un groupe de randonnée, nouant des amitiés avec des personnes qui n'attendaient rien d'autre d'eux. Moi que ma compagnie et ma conversation. J'ai même commencé à sortir avec Michael. Un architecte gentil et attentionné que j'avais rencontré lors d'une collecte de fonds pour le programme d'éducation financière où j'avais commencé à faire du bénévolat. Vous vous êtes créé une sacrée vie au cours des 6 derniers mois, observe le docteur Simons. J'ai l'impression que c'est ma vie, ai-je répondu. Pour la première fois, j'ai l'impression que c'est la mienne. Les séances de thérapie familiale animées par le docteur Carter avaient été difficiles mais éclairantes. Nous avions cartographié les schémas de notre dysfonctionnement, examiné les rôles que nous avions chacun joués et entamé le douloureux processus visant à établir des relations plus saines entre nous. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais été façonné par l'abandon de mon père, ai-je expliqué. Je n'avais jamais réalisé à quel point j'avais été façonné par l'abandon de mon père, ni à quel point j'avais essayé de combler ce vide en me rendant indispensable à tous les autres. Comment j'avais assimilé le soutien financier à l'amour parce que je ne savais pas comment l'exprimer autrement. Et il ne savait pas comment le recevoir autrement, a ajouté le docteur Simons. Les systèmes se développent pour servir un but, même si ce but finit par être destructeur. L'aspect juridique de notre situation a été résolu plus facilement que je ne l'avais prévu. Une fois que ma famille a compris que j'envisageais sérieusement d'intenter une action en justice, si nécessaire, elle a coopéré avec le plan de remboursement structuré. Les paiements mensuels ont été réguliers, même s'ils n'ont pas toujours été joyeux. Le montant total ne sera jamais égal à ce que j'ai donné au fil des ans, mais la reconnaissance de la dette est, à bien des égards, plus importante que l'argent lui-même. La réunion de demain sera différente, ai-je dit en réfléchissant à haute voix. C'est la première fois que nous nous réunissons de manière informelle depuis Noël. Pas d'avocat, pas de thérapeute, juste une famille qui dîne ensemble. Et vous avez établi des limites claires pour l'interaction? Oui, un lieu neutre. Un restaurant en ville. Limite de temps pour la tour. Pas de discussion sur les questions financières en dehors des accords établis. Chacun est responsable de son transport et de ses dépenses. Le docteur Simons a hoché la tête d'un air approbateur. Et vos limites internes? Que ferez-vous si de vieux schémas commencent à émerger? Je nommerai le comportement directement. S'il se poursuit, je m'excuserai. J'ai pris une grande inspiration. Et je me rappelle que leur comportement se reflète sur eux, pas sur moi. Je ne suis pas responsable de la résolution de leurs problèmes ou de la gestion de leurs émotions. Excellent. Tu as fait beaucoup de progrès, Amelia. En effet. Le voyage des 6 derniers mois m'avait transformé d'une manière que je découvrais encore. J'avais appris à donner la priorité à mon propre bien-être sans culpabilité. À reconnaître la manipulation sous ses nombreuses formes subtiles. À comprendre que la véritable générosité est le fruit d'un choix et non d'une obligation. Plus important encore, j'avais élargi ma définition de la famille. Mon soutien le plus proche comprenait désormais des amis qui célébraient mes succès sans envie, qui m'offraient leur aide sans compter, qui m'aimaient pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur apporter. Ce soir-là, j'ai rencontré mon amie Tara pour prendre un café. Nous nous étions rencontrés dans le cadre du groupe de soutien aux victimes d'abus financiers que j'avais rejoint en janvier, toutes deux naviguant sur le terrain compliqué de l'éloignement et de la réconciliation familiale. Elle m'a demandé si j'étais nerveuse pour demain. Alors que nous occupions une table dans un coin de notre café préféré. Terrifiée, ai-je admis. Et si tout s'effondre à nouveau? Et s'ils n'ont pas vraiment changé, point. Alors tu t'en sortiras, dit-elle simplement. La différence, c'est que maintenant tu sais que tu peux t'éloigner si tu en as besoin. Tu n'es plus pris au piège. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là. Le dossier rouge qui contenait auparavant toute ma documentation contenait maintenant quelque chose de différent. Des articles de journal relatant mon parcours de guérison, des affirmations positives pour les jours difficiles,
Des photos de ma nouvelle vie et des personnes qui l'ont enrichi. J'ai passé mes doigts sur le carton brillant, me souvenant de ce que j'avais ressenti en le plaçant sous le sapin de Noël il y a 6 mois. Le dossier avait rempli sa fonction, passant d'une archive d'exploitation à un testament de croissance. Mon premier Noël, après la confrontation, serait très différent de toutes les fêtes que j'avais connues auparavant. Que le dîner de demain conduise à une guérison plus profonde ou qu'il confirme que certaines distances ne peuvent être comblées. Je célébrerai la saison selon mes propres termes. Peut-être avec Michael et les amis qui étaient devenus ma famille d'élection. Peut-être dans la solitude paisible de ma nouvelle maison. Peut-être même avec certains membres de ma famille biologique, si notre guérison se poursuivait. Et la voie à suivre restait incertaine, mais pour la première fois de ma vie d'adulte, cette incertitude ressemblait plus à de la liberté qu'à de la peur. J'avais appris que se défendre n'était pas égoïste, mais nécessaire. Que les frontières n'étaient pas des murs, mais des définitions vitales de l'endroit où je finissais et où les autres commençaient. Que l'amour sans respect n'était qu'une autre forme d'utilisation. Plus important encore, j'avais découvert que le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir était le courage de révéler la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Le dossier rouge n'était que le début. La véritable histoire, c'est ce qui s'est passé après, le processus douloureux et magnifique de reconstruction d'une vie fondée sur l'authenticité plutôt que sur l'obligation. Alors que je dérivais vers le sommeil, j'ai senti la gratitude m'envahir, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais trouvé. Moi-même. Ma voix. Mes limites. Ma valeur. Le dossier rouge avait tout changé. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Avez-vous déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui profitaient de votre générosité? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas qu'il n'est pas égoïste de fixer des limites, c'est nécessaire à votre bien-être. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de force et de développement personnel. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se faire passer en premier de temps en temps. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres, mais à la façon dont vous vous honorez vous-même.